Vous n'avez rien acheté chez Louis Vuitton cette année, vous n'avez pas offert de sac Gucci à votre femme. Si LVMH et Kering se cassent la figure en bourse, c'est de votre faute. Blague à part les amis, LVMH et Kering ont annoncé leurs résultats cette semaine, vous l'avez vu, les actions ont chuté en bourse. C'est un petit peu catastrophique ce qu'il se passe. Disons-le clairement, 2024 n'est pas une année pour le luxe. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est d'aller voir les résultats de LVMH, ensuite ceux de Kering, et je vous donnerai mon avis sur ces deux entreprises, sur les deux actions, et sur ce que je pense du luxe pour 2024 et ces prochaines années. La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de l'entreprise, dans la partie investisseurs. Retenez que toute entreprise cotée en bourse a une partie investisseurs dans laquelle vous allez pouvoir accéder aux conférences de presse, aux PowerPoint, aux présentations, PDF, etc. Ici, je suis sur celui de LVMH et j'ai déjà ouvert la présentation. On va voir ce que donnent ces résultats semestriels. Je descends un petit peu et regardez, semestre 2024, bon résultat de LVMH malgré la conjoncture. Pas entièrement d'accord, je ne pense pas que ce soit des bons résultats. Regardez au niveau des ventes, le groupe a fait 41,7 milliards d'euros de ventes. Ils disent que c'est une augmentation de plus de 2% par rapport au premier semestre 2023, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes, parce que regardez ici le petit astérisque, croissance organique. Que veut dire croissance organique? Eh bien en fait ici LVMH compare le premier semestre 2024 avec le premier semestre 2023 à taux de change égal, donc c'est-à-dire sans prendre en compte l'impact du taux de change ces 12 derniers mois. Ce qui évidemment, je pense, n'est pas vraiment correct et il devrait vraiment se baser sur les chiffres réels. On va voir ça dans un instant. Et vous verrez que la réalité, ce n'est pas une augmentation de plus de 2% des ventes. Avec l'impact du change, on est plutôt sur du moins 1%. Le résultat opérationnel courant, 10,7 milliards d'euros, moins 8% de semestre en semestre. La marge opérationnelle, elle, est de 25,6%. Cash flow disponible d'exploitation, une forte hausse ici, plus 74% à 3,1 milliards d'euros. Investissement d'exploitation 2,7 milliards d'euros. Et le ratio d'endettement net sur capitaux propres est assez faible, assez bas, 18,3%, ce qui laisse pas mal de marge à LVMH pour s'endetter si jamais de grosses acquisitions intéressantes arrivent sur la table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par secteur d'activité quels ont été les résultats. Et on va commencer par les vins et spiritueux. Il faut savoir que LVMH possède beaucoup de marques de vins et spiritueux. Il possède même des domaines en France et aux États-Unis. Et ses ventes ont été en baisse. Regardez, vins et spiritueux, recul des ventes de 9%, encore une fois, entre guillemets, plutôt entre parenthèses, organique. Et résultat opérationnel courant, recul de 26%. Donc regardez, moins 9% d'organique, mais avec le taux de change, évidemment, il faut le prendre en compte. On est plutôt sur une baisse de 12% des ventes. C'est passé de 3,18 milliards d'euros au premier semestre 2023 à 2,80 milliards ce premier semestre 2024. Résultat opérationnel en baisse, on vient de le voir, c'est passé de 1,04 milliard à 777 millions d'euros. Et la marge opérationnelle, elle, a baissé de 32,9% à 27,7%. Que dit LVMH concernant les vins et spiritueux? Regardez, reprise graduelle du cognac aux États-Unis, gestion prudente des niveaux de stock chez les distributeurs. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça dure déjà depuis 2023, début 2023. La reprise est lente aux États-Unis, reprise contrastée en Chine. Les distributeurs avaient fait de gros stocks début 2023 en prévision, en anticipation d'une forte croissance. Sauf que cette croissance en 2023 n'est pas arrivée, donc aujourd'hui, ils gèrent encore ces stocks. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont plus consciencieux de la gestion de leur stock. Ils commandent moins, donc qui dit moins de commandes, moins de ventes, ce qui explique la baisse en 2024. Donc, à voir comment ça va se comporter au deuxième semestre 2024 et début 2025. Mais je pense que cette reprise va continuer à être assez lente. L'autre secteur d'activité, c'est probablement le plus connu, c'est la mode et maroquinerie. Regardez, ici, on est sur une croissance organique des ventes de 1%. Et résultat opérationnel courant en baisse de 6%. Donc plus 1% en organique sur les ventes, mais en réalité, encore une fois, avec le taux de change, réalistiquement, on est plutôt sur des ventes en baisse de 2%. Les ventes sont passées de 21,16 milliards à 20,77 milliards. Le résultat opérationnel courant, moins 6%, c'est passé de 8,5 à 8 milliards. Et la marge opérationnelle, elle, est passée de 40,5% à 38,8%. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de mode et maroquinerie chez LVMH? Vous connaissez, c'est sa marque phare Louis Vuitton, mais également Christian Dior Couture et d'autres marques comme Celine, Loewe, Fendi, Loro Piana, Rimowa qui fait des valises, des bagages de luxe garantis à vie.
également une autre marque que vous connaissez sûrement, Berluti. Donc voilà, baisse des ventes pour la mode et maroquinerie. Le secteur suivant, c'est les parfums et cosmétiques. Ici, on a enfin un secteur en croissance, un plus 3% des ventes, ou plus 6% si on le prend en organique comme LVMH aime le faire. C'est passé de 4 milliards à 4,13 milliards entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant, lui, est flat d'année en année et la marge opérationnelle a un petit peu baissé. Elle est passée de 11,1% à 10,8%. Parfum et cosmétiques chez LVMH, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement parfum Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo et d'autres marques de cosmétiques. Secteur suivant, c'est montres et joaillerie, encore une activité qui a été impactée. Recul des ventes 3% organique et donc moins 5% plus réalistiquement. Et résultat opérationnel courant en baisse de 19%. Les ventes sont passées de 5,42 milliards à 5,15 milliards. Résultat opérationnel est passé de 1,08 milliard à 877 millions. Et les marges opérationnelles sont passées de 20,1% à 17%. Ça, concrètement, on s'y attendait, puisqu'il y a une semaine ou 2 semaines, il me semble, Richemont a publié ses résultats. Richemont, c'est une autre entreprise du luxe basée en Suisse. Ils ont notamment les marques Cartier, mais également la marque de joaillerie de luxe Van Cleef & Arpels. Et leur chiffre d'affaires était déjà en baisse, en recul de 1% ce semestre. Et en plus de ça, ils ont vu une baisse de la demande de montres de moins 14%, particulièrement en Chine. On reviendra dans un instant sur la Chine, qui est on va dire la zone géographique qui a le plus reculé pour le luxe. Revenons à LVMH, on descend un petit peu, montres et joaillerie, regardez Tiffany & Co, Bulgari, et puis des marques que vous connaissez sans doute, Tag Heuer, Hublot, Zenith, Chaumet, etc. On descend et on va aller voir l'autre secteur porteur ici, qui est la distribution sélective, avec notamment Sephora. On est sur une augmentation des ventes de 8%, ou plus 3% plus réalistiquement, et résultat opérationnel courant en hausse de 7%. Les ventes sont passées de 8,35 à 8,63 milliards. Résultat opérationnel courant plus 7%, c'est passé de 734 millions à 785 millions. Et la marge opérationnelle, elle, est passée de 8,8 à 9,1%. Donc je vous l'ai dit, la distribution sélective, c'est Sephora, ces grands magasins où en tant qu'homme, on a tous attendu madame devant le magasin pendant 20 minutes pendant qu'elle faisait son shopping. On a également DFS qui possède notamment du retail dans les aéroports type duty free. Et puis également le bon marché. On descend un petit peu, ici on a les 2 BG du tennis. On redescend un petit peu, poursuite de la croissance organique des ventes, encore une fois, je vous l'ai dit, plus 2%, oui, mais avec l'effet de change qui impacte de 3%, on est plutôt sur... Au final, réalistiquement parlant, sur une baisse de 1%. Et ce que je vous propose de faire, c'est de regarder également au niveau de la répartition géographique. Bon équilibre géographique des ventes. Aux États-Unis, on peut voir que les États-Unis représentaient 24% au S1 2023. Ils représentent 25% au premier semestre 2024. Autre marché, c'est resté intact. Pareil pour la France. Europe, ça a légèrement augmenté. Par contre, regardez, c'est l'Asie. L'Asie hors Japon, donc ici on parle de la Chine, Thaïlande, Singapour, Vietnam, quoi d'autre, Malaisie, Indonésie. Au premier semestre 2023, ce secteur géographique représentait 34% des ventes de LVMH et ne représente plus que 30%. Par contre, au Japon, ça a bien explosé, 9% contre 7% au S1 2023. Et c'est dû notamment à la dévalorisation du yen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le yen s'est complètement cassé la figure. Donc si vous voulez aller au Japon et avoir un gros pouvoir d'achat, c'est le moment. D'ailleurs, je m'y rends dans quelques mois, en novembre, un petit voyage de 3 semaines. Mais le Japon, voilà, le yen s'est fortement dévalué comparé à d'autres devises comme le yuan chinois, l'euro, le dollar. Et donc on a beaucoup d'Asiatiques qui sont partis faire du shopping au Japon. Donc les ventes de LVMH ont explosé là-bas, plus 20 ou 22% il me semble. Je vais essayer de vous retrouver ça, c'est ici. Pardon, plus 44% de ventes. Et Asie hors Japon, on est sur une baisse de 10% des ventes. Donc voilà, ces résultats ne sont pas fameux. Je pense que le deuxième semestre 2024 ne veut pas être fameux non plus. Ça a évidemment impacté le cours de l'action. Regardez, le cours de l'action de LVMH a baissé. Aujourd'hui, l'action est à 664 € au moment où je tourne cette vidéo. On est sur un PER indiqué ici de 23. Donc LVMH commence à nouveau à être intéressant après un plus haut à 900 € à 2 reprises. C'était début 2024 et également mi-2023. Donc ça commence à être intéressant, mais je ne me positionnerai pas dessus aujourd'hui. Pour moi, il y a encore de la baisse à aller chercher. Idéalement, si je vois LVMH passer en dessous d'un PER de 20 avec les bénéfices actuels, là, je commencerai à m'intéresser. Donc pour arriver à ça, il faudrait une baisse du cours de l'action d'environ... disons entre 15 et 20%. Donc je dirais que si l'action atteint
un palier, un range entre 550 et 575 euros, à ce moment-là, je m'y intéresserai et pourquoi pas, j'ouvrirai une position pour du long terme. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de LVMH ici en dessous dans les commentaires. Et passons à Kering. Pareil que pour LVMH, on se rend sur le site, partie investisseurs, résultats trimestriels, conférences de presse, etc. J'ai ouvert le PowerPoint ici et on va aller voir ce que ça donne. Je descends un petit peu. Hop, highlight du H1. Vous l'avez vu, l'action Kering a chuté en bourse. Pourquoi? Notamment à cause de ça. Au premier semestre, le chiffre d'affaires a baissé de 11%. Il est passé de 10,1 milliards d'euros à 9 milliards. Donc une baisse quand même significative. Et regardez, c'est pareil que LVMH. L'Asie-Pacifique a perdu 5 points. Donc avant, ça représentait 37% des ventes du groupe. Maintenant, ça ne représente plus que 32%. Et au contraire, le Japon, regardez, est en légère augmentation, 1%. Donc on a vraiment cette tendance où les Asiatiques partent au Japon puisqu'ils ont plus de pouvoir d'achat pour acheter du luxe. Je descends encore un petit peu. On va regarder ici ce que ça donne au niveau des marques du groupe. La marque phare de Kering, vous l'avez vu, je vous ai montré le sac juste avant, c'est Gucci bien évidemment. Et les ventes de Gucci se sont effondrées entre le H1 2023 et le H1 2024. Regardez, on est sur une baisse de 20%. Ou en comparatif, moins 18%. Comparatif, c'est exactement l'équivalent de l'organique chez LVMH. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette colonne-là, le chiffre d'affaires reporté. Donc, moins 20% de chiffre d'affaires pour Gucci, moins 9% pour Saint-Laurent. Bottega Veneta est flat, moins 7% pour les autres maisons de luxe du groupe Kering. Et par contre, point positif, ce qui a augmenté, c'est la partie Kering Eyewear. Donc c'est l'activité, le segment de Kering qui fabrique des lunettes de luxe. D'ailleurs, pas que pour les marques du groupe, mais également pour d'autres marques de luxe à travers le monde. Ce secteur d'activité, en revanche, a bien augmenté, plus 23% de semestre en semestre. Mais au final, voilà, la réalité, c'est que au total, le groupe Kering a vu son chiffre d'affaires baisser de 11%. Sur un an. Si je descends dans la présentation, on a également le détail par région. Regardez, Europe de l'Ouest, une baisse de 8% de semestre en semestre. Amérique du Nord, baisse de 11%. Par contre, regardez, Japon, plus 22% du chiffre d'affaires. Asie-Pacifique, moins 22%. Voilà, ici, on ne peut pas plus clairement identifier que cet argent-ci est passé ici au Japon. Et ensuite, ROW, le reste du monde, plus 2%. Je descends encore un tout petit peu. Regardez, le Recurring Operating Income est en baisse, à moins 42% de semestre en semestre. Le CAPEX, dépenses d'investissement et de capital, c'est passé de 1,7 milliard à 1,3 milliard. Le Free Cash Flow tiré des opérations est en baisse, c'est passé de 2,13 à 1,88 milliard d'euros. Et la dette nette, elle, a augmenté. Elle est passée de 8,5 milliards à 9,9 milliards. Mais attention, ce n'est pas de semestre en semestre, c'est la fin de l'année 2023 comparé au début de l'année 2024. Et ici, Kering explique qu'il y a une saisonnalité dans les montants, dans la position de la dette nette. Plus également, il y a eu le détachement de dividendes il y a quelques semaines, il me semble. Et en plus de ça, ils ont annoncé l'acquisition d'un building de prestige à New York. Voilà, je pense que ça ne sert à rien d'aller voir le détail des marques. On l'a vu juste avant, Gucci, moins 20%, Saint-Laurent, moins 6%. Voilà, si vous voulez accéder également à cette présentation, vous la retrouverez avec le lien directement ici en dessous dans la description. À quoi faut-il s'attendre pour Kering second semestre 2024? Regardez, lors de l'annonce, le CEO, François-Henri Pinault, a annoncé que, en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision avec deux ambitions. D'une part, s'inscrire dans une trajectoire de croissance profitable à long terme, et d'autre part, confirmer son statut parmi les groupes les plus influents dans le monde du luxe. Compte tenu des incertitudes, il me semble que ça fait pas mal d'incertitudes quand même dans cette annonce, compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du luxe au cours des prochains mois, et voilà, c'est clair, 2024 va être une mauvaise année pour ce secteur. Écoutez bien, il dit que le résultat opérationnel courant de Kering du second semestre 2024 pourrait être en baisse de l'ordre de 30% par rapport au second semestre 2023. Donc voilà, attention à votre position dessus si vous êtes positionné, et attention si vous voulez rentrer au prix actuel. D'ailleurs, le prix actuel, il est de, regardez, 285 € par action. Ce qui est étonnant, c'est que la dernière fois qu'on a vu ce prix-là, si je dézoome un petit peu, c'était il y a pile 7 ans, en avril, un peu plus de 7 ans même, en avril 2017. On a eu un plus haut à plus de 800 €. C'était un peu comme Louis Vuitton avec son plus haut à 900 €. C'était en juillet 2021 ici. Et puis c'est la dégringolade. Depuis son plus haut, l'action Kering a perdu
64% de sa valeur. Et depuis le début de l'année, on est sur une baisse de 37% du cours de l'action. Aujourd'hui, Kering à 286 €. On est sur un PER de... Attention, Price Earnings Ratio ici de 17,7. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les marchés ont déjà digéré cette annonce négative et donc est-ce que ces mauvais résultats futurs sont déjà pricés dans le cours de l'action? Ou bien est-ce qu'on peut voir l'action Kering aller chercher des plus bas à 250, 200, pourquoi pas? Ça m'étonnerait quand même, mais on ne sait jamais. Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Mais encore une fois, LVMH, Kering, si je dois choisir, évidemment, je pars sur LVMH, mais comme je vous l'ai dit, pas à ce prix-là. En dessous de 600 €, je commencerai à m'y intéresser de plus près. Mais globalement, pour moi, le secteur du luxe, c'est un secteur qui sera très porteur sur ces prochaines années. Je suis d'ailleurs tombé sur un rapport de Spherical Insight qui nous dit que le marché mondial des biens de luxe représentait 365 milliards de dollars en 2023 et ça ne devrait faire qu'augmenter d'année en année jusqu'en tout cas en 2033 où il table sur un marché qui devrait représenter à ce moment-là, donc d'ici 10 ans, 700 milliards de dollars. Soit une augmentation d'année en année, un CAGR de 6,7% d'année en année sur ces 10 prochaines années. Donc vous le savez, le luxe c'est cyclique, d'ailleurs le luxe fait partie du secteur de la consommation discrétionnaire. On est dans cette phase baissière en 2024. Donc voilà, maintenant vous le savez, 2024 ne va pas être une bonne année pour le secteur du luxe. Est-ce que ça va reprendre en 2025? Seul le temps nous le dira. Donc attention, ne vous ruez pas, n'achetez pas aveuglement Kering LVMH parce que l'action a perdu 10 ou 15% sur quelques jours. Faites toujours bien vos recherches avant d'investir. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux actions ici en dessous dans les commentaires. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Un petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec deux vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser, une ici et une là. Et en attendant la prochaine les amis, je vous dis salut, ciao ciao.